On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons faire le point des revendications de Greenpeace envers Apple. Tout de suite, c'est le sommaire. Greenpeace multiplie les actions contre Apple. Lâcher de ballons devant l'Apple Store du Louvre. Manifestation au siège du constructeur à Cupertino. L'ONG veut ainsi pointer du doigt l'importante consommation d'énergie d'iCloud. Le service dans les nuages mobilise de gigantesques centres de données très gourmands en énergie. Une électricité sale, selon Greenpeace, produite essentiellement par des centrales au charbon. L'ultra médiatisé Marc à la pomme est-elle vraiment plus condamnable que ses concurrents? Débat en compagnie de Sébastien Blavier de Greenpeace France. On refait le Mac épisode 103. Greenpeace attaque Apple. Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur le portail high-tech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCriette. Avec comme chroniqueur ce soir Emmanuel Torregano du site electronlibre.info. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment ça va? Pas mal, un peu fatigué, mais ça va et je serai en forme aujourd'hui pour toi. Tu as la redoutable tâche ce soir de remplacer Cédric Ingrand qui n'est pas là ce soir, qui est en reportage aux États-Unis. Voilà, il doit être en train de faire dodo. Autre chroniqueur récurrent dans Refait le Mac, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Tu sais ce que j'ai fait en venant avec ma nouvelle Ford Focus de chez Hertz? Je suis rentré du boulot et j'ai utilisé la fonction Start and Stop à tous les feux et à tous les stops. Ça va faire plaisir. Mon boulot et chez moi. Tu vois, je me suis mis dans l'ambiance. N'empêche que la fonction Start and Stop, c'est symbolique. Mais c'est sympa. J'espère que ça fait économiser de l'essence parce que ça ne fait pas économiser l'achat de la voiture en tout cas. Mais ouais. ça j'ai l'impression que ma voiture est arrêtée à chaque fois. Voilà, j'ai commencé par m'excuser pendant 2 jours. Puis maintenant, je m'y suis habitué. Et j'espère que ça fait vraiment des économies maintenant que je m'en sers. Et dernier chroniqueur que vous connaissez bien ce soir, c'est Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier. Ça va bien? Ça va pas trop mal. Non, mais j'ai eu un week-end un peu arrosé, pour ceux que ça amuse. J'étais dans le coin de Bandol. Donc j'ai descendu du Pibardon 2006 à moult reprises. Du Ramatuel 2007 qui est très très bon. De l'Hermitage, du Bosset qui était très bien. Toujours. Et tout ça entre diverses parties de golf. Face au vent, c'était sympa. Notre invité ce soir, c'est un responsable de Greenpeace, c'est Sébastien Blavier qui est chargé de la campagne climat de Greenpeace France. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors Sébastien, si on vous a convié ce soir à On refait le Mac, c'est pour bien sûr parler de Greenpeace et des actions que vous avez menées envers Apple. Elles se sont multipliées ces dernières semaines et notamment la semaine dernière. 2 actions symboliques. La première a eu lieu à Paris, au Carrousel du Louvre, devant l'Apple Store du Louvre. Et la seconde a eu lieu au siège à Cupertino. Quelles sont vos revendications concrètement? Le mieux, c'est que vous les expliquiez vous-même. Sébastien, on vous écoute. Alors en fait, pour reprendre peut-être l'historique de la campagne, nous on a voulu créer cette campagne en publiant un rapport qui analysait en fait l'alimentation en électricité des data centers, donc du cloud computing de 14 entreprises de l'IT. Et donc c'était la 2e édition de ce rapport. On en avait une première en 2011, une deuxième en 2012. Et à l'issue de ce rapport qui a été publié mi-avril, on a remarqué plusieurs choses, plusieurs grandes tendances. La première tendance, c'était qu'il y avait un clivage en fait entre les entreprises qu'on avait étudiées, avec d'un côté, je dirais plutôt les bons élèves, ceux qui apportaient en tout cas du soin, ou en tout cas qui avaient regardé de près l'alimentation en électricité de leur data center, et donc qui avaient fait des choix plutôt vers les renouvelables, donc comme Google, Yahoo, Facebook, et puis les autres, un autre groupe qui se détachait plutôt, qui était Amazon, Microsoft et Apple. Donc
mais les manifs, vous les avez fait devant les magasins d'Apple, pas devant les sièges d'Amazon ni de Google. Ah si. Non, Google non, étant un bon élève. Google étant un bon élève, non. Et en fait, c'est vraiment une campagne qui cible ces trois marques. Donc il y a eu des actions qui ont été faites notamment sur les sièges de Microsoft également et d'Amazon. Ils ont été moins médiatisés, c'est là. Hein. Parce qu'en fait, c'était, je pense, une première phase pour interpeller vraiment ces trois entreprises. Et puis, nous, en France, et comme au niveau de Greenpeace International, on a décidé de se focaliser sur Apple pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on pense que c'est une marque qui a toujours été parmi les plus innovantes et qui a un potentiel en fait, d'entraînement sur l'ensemble du secteur et sur les producteurs d'électricité qui est le plus important par rapport à un Microsoft ou un Amazon. Pour nous, Apple était vraiment la marque la plus pertinente à solliciter, à encourager, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une confrontation, ce n'est pas une opposition ferme et définitive et binaire, blanc-noir, Greenpeace blanc et Apple noir. D'abord, on va résumer. Hein. Donc, pointer du doigt envers Apple. Donc, la pomme est un gros consommateur d'énergie pour alimenter notamment iCloud, les services dans les nuages d'Apple, qui nécessitent d'importantes fermes de serveurs. Celles-ci sont alimentées par de l'électricité, bien sûr, qui est essentiellement produite par des centrales, selon Greenpeace, au charbon, grande consommatrice de CO2, et ça, c'est, selon vous et selon nous aussi, pas acceptable. Et pour l'illustrer, je vous propose de regarder, jeter un petit coup d'œil, une petite vidéo qui est diffusée sur Internet, que vous diffusez notamment sur YouTube, qui plagie une vidéo d'Apple, celle d'iCloud. Attention, tous aux abris. Avec iCloud, les changements que vous faites sur un appareil se téléchargent instantanément sur tous les autres. Téléchargez une application en chemin et elle vous attend chez vous. Avec d'autres choses que vous n'avez pas commandées. Faites un changement sur le chemin du bureau et contemplez immédiatement les résultats. Vous avez ce que vous voulez où vous le voulez et même ce que vous ne voulez pas. Aujourd'hui, ce que vous faites sur votre téléphone a un impact sur le monde entier. Apple fait fonctionner son iCloud avec de l'énergie sale. Dites-leur de nettoyer le cloud sur cleanercloud.com. Alors Sébastien, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'allez pas dans la demi-mesure. Frapper fort médiatiquement, et envers Apple en particulier, quitte à grossir un petit peu le trait, c'est un peu, on dirait, le fonds de commerce, l'ADN de Greenpeace, parce que vous avez besoin de visibilité pour que vos actions aillent jusqu'au bout et touchent les consommateurs, le grand public. Non, je pense que là, on est face à, je pense, vis-à-vis d'une marque qui, pour nous, doit faire des efforts, peut bouger, en l'occurrence Apple, et je crois que, si vous voulez, le ton de la campagne, c'est pas l'opposition frontale, c'est vraiment d'encourager Apple avec les 220 000... Sur ces vidéos-là, oui, quand même, non, Sébastien, il faut bien le reconnaître. Non, les 220 000 signataires, si vous voulez, de la pétition qu'on a mise en ligne, c'est vraiment un message d'encouragement, de dire vous êtes innovants. Si vous regardez l'action qu'on a faite, notamment devant le carrousel du Louvre, c'est Apple innovant, mais pas sur le charbon. Donc c'est vraiment encourager cette marque-là à innover et aller plus loin. C'est pas une opposition frontale contre le business model d'Apple, c'est de montrer qu'Apple sait bien faire et qu'elle ne peut pas reposer sur une énergie du 19e siècle qui est le charbon pour innover et pour lancer un nouveau service. Voilà, nous c'était vraiment interpeller Apple sur ce sujet-là. On sent quand même une évolution dans la campagne de com. Vous étiez très, très incisif envers Apple. Messieurs, vous intervenez quand vous voulez. En début de campagne, notamment en 2012. Vraiment, et pas à d'autres gros du cloud tels que Amazon ou Google. Et IBM, par exemple. IBM est un énorme du cloud aussi. C'est-à-dire qu'en résumé... Google doit avoir 3 fois ou 4 fois la puissance cloud d'Apple. Pour résumer l'idée d'Emmanuel Torregano, c'est que c'est vrai que le cloud, c'est aujourd'hui très à la mode dans le grand public, mais historiquement, c'est avant tout une solution d'entreprise qui existe depuis de nombreuses années maintenant. Quelques années dans les entreprises et qui sont déployées à grande échelle depuis longtemps, notamment via des grandes marques, Emmanuel citait IBM. Pourquoi donc ne pas s'attaquer à ces précurseurs du cloud, comme IBM par exemple? Alors, je crois, brûle des petits phoques, des petits bébés phoques pour alimenter ces serveurs de cloud, hein, si je me rappelle bien. C'est une ville provocation d'Emmanuel Torregano. D'une part, c'est pas une campagne que sur Apple,
que envers Apple, puisqu'il y a, comme je le disais, Microsoft. Non, mais ça, on l'a compris, Sébastien, mais très honnêtement, je suis journaliste et on s'intéresse à la manière dont un message est transmis, et je pense qu'Emmanuel, qui est également journaliste, sera d'accord avec moi. Ce que l'on perçoit du grand public, c'est que c'est une attaque frontale envers Apple. Les autres, on les voit pas. Systématique. Alors, après, derrière, il y a un rapport très détaillé, j'étais voir sur votre site, etc. Mais de prime abord, le message principal, c'est Apple pollueur. Et après, on vous explique, on rentrera dans le détail, peut-être qu'ils ne sont pas aussi pollueurs, il y en a d'autres, etc. Mais le message principal, pour attirer l'attention, comme un slogan, c'est celui-là, comme on l'a bien vu sur la vidéo, Sébastien. Oui, mais je crois que si on s'interroge sur l'ensemble de la campagne et les discussions qu'on a notamment avec les dirigeants d'Apple, c'est vraiment ce message-là, c'est vous êtes innovants, mais pas sur le charbon, et donc il faut que vous alliez plus loin. Et effectivement, Apple est une des entreprises qui a un plus gros impact, et notamment avec les data centers en Caroline du Nord, et qui s'alimentent au charbon. Et donc nous, on essaie de les encourager à aller plus loin sur... Mais les data centers de Google ne comptent pas alors? Si, justement, ils sont inclus dans le rapport. Je peux me permettre de rajouter quelque chose. Oui, monsieur X, je t'en prie. Quand même, ça y est, il se réveille. Je pense que Emmanuel Rodrigo est à 2 francs, hein, je le répète. Et toi, Olivier, vous faites les imbéciles qui faites les andouilles, comme on dit, quoi. Bon. Je sais très bien faire l'imbécile. Bon, je vous connais un petit peu, donc je sais que vous connaissez les méandres de la communication. Moi, j'ai pas peur de dire, en tant que personne qui me sent proche que des causes que défend Greenpeace depuis des années, bravo, Sébastien. Que oui, Greenpeace fait une étude sur 15 entreprises qui sont des grandes. Peut-être que la bataille aura été mieux de prendre le cloud pro ou le cloud public, je ne sais pas, mais l'objectif, c'est de faire bouger les lignes. C'est de faire que le grand public, les citoyens lambda, prennent conscience d'un problème. Et quand tu fais ça, tu t'empares de la marque la plus emblématique et qui parle le plus à tout le monde. Apple, Amazon, on le fait nous dans le journalisme aussi. Ouais, hein, voilà. peu importe. Non mais monsieur X, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Moi je suis d'accord avec toi, évidemment. Mais pourquoi Greenpeace le dit pas? Moi je crois que Greenpeace l'assume, même si l'étude elle est Sébastien, mais moi je sais que vous répondiez. Non mais c'est presque ça, c'est de dire que pour nous l'important c'est encore une fois de faire évoluer ce secteur, puisque les besoins, en tout cas en électricité de ce secteur, vont être multipliés par 3 d'ici 2020. Et aujourd'hui, si on prend l'ensemble du cloud computing, c'est le 5e pays en termes de demande d'électricité. Donc notre objectif, c'est de faire bouger les lignes. Et là-dessus, l'entreprise qui pour nous est la plus à même, de par ses pratiques et son influence sur le secteur et les fournisseurs d'électricité, c'était Apple. Est-ce que, petite parenthèse... J'ai une deuxième question, juste sur le charbon. Oui, bien sûr. La production électrique aux États-Unis, moi je ne connais pas les stats, mais j'imagine qu'elle est énormément moins dépendante que la France sur le nucléaire et beaucoup plus dépendante sur le charbon partout. Oui. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc en fait, c'est une attaque sur l'utilisation énergétique américaine et non pas sur l'attaque que font les entreprises basées sur le sol américain. Sauf que si vous voulez, si vous attaquez un citoyen lambda américain qui passe dans la rue pour lui dire « allez aux énergies renouvelables », vous n'avez pas le même impact sur le mix énergétique américain que si vous demandez à Apple de demander à ses producteurs d'électricité de passer aux renouvelables. Ça fait partie évidemment... Il manque bien 2 petits astérix en dessous de la campagne. La première, c'est de dire on prend Apple parce que c'est les plus connus et ça va faire bouger les lignes plutôt que les autres qui sont plus pollueurs qu'Apple. Et 2, on est sur un pays qui utilise le charbon, mais on ne va pas le dire. Même s'il y a du nucléaire quand même pas mal aux États-Unis notamment, qui alimente la centrale d'Apple. Hein. Il y en a beaucoup. Tout à fait. Mais en un mot, quelque part, est-ce que vous ne profitez pas quelque part de la politique de communication, de l'image qui a essayé de se construire, et on ne sait pas si elle est vraie, cette image, et moi je ne pense pas qu'elle soit vraie, c'est d'une entreprise un petit peu humaniste, d'une entreprise un petit peu militante, qui essaye de changer le monde, et quelque part vous les mettez devant le fait accompli en disant allez-y, changez le monde, monsieur Cook. Alors nous, je pense que vraiment notre message, c'est de dire vous changez notre vie au quotidien, vous changez nos usages, et vous ne pouvez pas inventer notre futur comme ça en vous reposant sur des énergies du passé, que ce soit des énergies fossiles ou fissiles. C'est pas en cohérence avec le futur et avec l'urgence climatique face à laquelle on est aujourd'hui. J'ai 2 remarques ou 3 là-dessus. Oui, Emmanuel. Alors, la première, c'est que... Je te trouve bien calme ce soir. Oui, parce que je suis toujours très étonné par le côté... Bien poli, on veut dire. Oui, non, mais tout à fait. Mais d'abord, je trouve que c'est un sujet absolument fondamental, parce que c'est, comme tous les sujets religieux, il a tendance à développer comme ça des argumentations qui peuvent paraître... pratiquement, inattaquables, et pour d'autres... On va parler chiffres dans un instant, mais vas-y. Et pour d'autres, totalement irritables. Pour moi, par exemple, l'argumentation de Greenpeace jusqu'à présent est complètement irritable. Elle m'irrite complètement. Alors, pour une raison simple, c'est que le présupposé même
de la consommation de l'énergie qu'il faut économiser ou celui des matières fossiles qu'il ne faut pas utiliser, et je trouve aberrant pour plein de raisons. Ensuite, le fait de se porter sur une communication élitiste auprès d'une marque qui, en effet, n'est peut-être pas complètement à l'image de piéger cette entreprise en la coinçant devant le fait accompli. Parce que, elle fait pas ce qu'il faut. Du point de vue de Greenpeace, me paraît également totalement critiquable, voire même et à la limite du dérangeant. Et la troisième chose, c'est les démonstrations de force qui sont faites devant les magasins, directement chez Apple. Très franchement, pour moi, c'est quasiment du terrorisme intellectuel. Alors, je sais bien que c'est thématisé, c'est théorisé, pardon, c'est pas thématisé. Je sais bien qu'ils en font et ils en ont fait finalement chez Greenpeace leur façon d'interpeller le citoyen, mais ce n'est pas de l'interpellation dont il s'agit. Il s'agit en fait de vouloir poser le citoyen devant une aporie intellectuelle qui est tu fais ça ou tu comprends, quelque part, tu es en train d'être un démon agissant pour l'apocalypse du monde. Ce que je ne comprends absolument pas. Je trouve que c'est un discours purement religieux. Et d'ailleurs, en cela, alors là, par contre, ça serait ma critique vis-à-vis d'Apple, ils sont relativement intéressants parce qu'ils se rapprochent d'une marque qui, en effet, a elle-même eu conscience à un moment d'avoir une sorte de rapport religieux au monde, c'est vrai. Et en cela, ils se comprennent relativement bien. Mais tout le reste de la théorie amusante des énergies renouvelables ne tient absolument pas la route. C'est bien tout ça le problème. On va rentrer dans le détail si tu veux bien, Emmanuel. Mais d'un mot, pour rebondir sur ce que disait Sébastien, ce que disait Emmanuel, avant que tu veuilles y répondre, Sébastien. Je veux bien essayer de répondre quand même. Allez-y. Je crois que on essaie de ne pas être religieux, en tout cas quand on s'attaque à un projet aussi. Mais est-ce que vous connaissez l'historique de Greenpeace ? Est-ce que vous savez comment est-ce que Greenpeace a été... Alors laisse-le répondre et après il te répondra. Sur ce point-là, après, si vous voulez m'inviter dans une émission pour qu'on parle de l'histoire de Greenpeace, j'ai aucun problème. Sur cette campagne-là, quand on est face au changement climatique, un problème aussi dur que celui-là, je ne le prends pas en compte, je suis désolé. Le changement climatique, vous n'en savez rien. Si vous n'en savez absolument rien. Si vous êtes un négationniste du changement climatique, à partir de ce moment-là... je suis un négationniste, voilà, ça y est, regardez les expressions qu'utilisent ces gens, enfin c'est quand même juste absolument extraordinaire. On va se calmer, on va le laisser terminer, s'il te plaît, Emmanuel. Non, je suis un négationniste, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Je suis proche des idées qui, en effet, sont peut-être celles qui vont mener le monde à l'apocalypse. Mais réveillez-vous. Alors, Sébastien, on termine sur l'idée de... Oui, mais ne me traitez pas de négationniste. Allez, on avance. Après, Sébastien. Si on ne peut même pas discuter, si le présupposé... c'est vous qui ne voulez pas discuter, vous traitez les autres de négationnistes. Emmanuel, laisse-le finir. C'est le présupposé qui est de dire le changement climatique est une réalité, c'est une urgence et on doit se mobiliser contre ça pour réduire notre impact sur la planète. Si ça, c'est un présupposé à cette campagne contre lequel vous êtes, à partir de ce moment-là, c'est effectivement avoir c'est un présupposé que je n'accepte pas. C'est pas que je suis contre, je ne l'accepte pas. Pour moi, il n'est pas entendu. Pour vous, il est entendu. Votre discours est religieux. Vous traitez les autres de négationnistes. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ou pas ? Pour faire l'avocat d'Emmanuel, Sébastien, il est vrai que vous avez besoin lors de chaque campagne, et c'est, j'imagine, dans l'ADN de votre association, de votre ONG, de marquer les esprits. Pourquoi ? Parce que chaque campagne, comme toute association humanitaire, débouche sur des dons. Donc en clair, si on s'attaque à quelque chose de très médiatique, après, je ne suis pas là pour juger de la pertinence ou non, ça se traduit par des dons. On est bien d'accord, Sébastien ? Et c'est important de marquer les esprits par rapport à ce point-là, tout simplement. Non, c'est important. L'objet de Greenpeace, c'est pas d'avoir des dons ou de marquer les esprits. L'objet de Greenpeace, c'est de protéger l'environnement et de protéger la planète. Donc si aujourd'hui, la réalité du changement climatique, on est face à des sceptiques, on peut discuter... Donc il ne faut pas faire de chiffres. Du climato-scepticisme, c'est mieux. Je préfère sceptique. Non, mais on peut parler du climato-scepticisme et en débattre ici. Mais ce n'est pas l'objet du débat. Voilà, mais c'est pour ça pas l'objet du débat. À partir de ce moment-là, effectivement, les questions me semblent difficilement pertinentes en face, puisque si on remet en cause même l'action de Greenpeace, sur cette campagne. Non, mais par rapport au fait par exemple, et encore une fois, Apple n'est pas actionnaire ni annonceur de ce podcast, donc on peut y aller. Et ils nous aiment pas beaucoup en ce moment, je vous rassure. Et on leur rend bien. Le fait de cibler une marque, quelle qu'elle soit, plutôt qu'une autre qui
qui est dans la mode, dans le mouvement, dans le mood, ça a un impact beaucoup plus fort médiatique. Et à partir du moment où c'est médiatisé, il y a plus de connexions sur votre site et un potentiel dedans plus important, Sébastien. Ça me semble assez évident. Je pense que Apple a aussi un potentiel, si vous voulez, à la fois vis-à-vis de l'ensemble du secteur, puisque c'est une entreprise qui est leader, et vis-à-vis des producteurs d'électricité, de faire changer ces lignes-là. On va parler chiffres. Dans un premier rapport, vous avez tout d'abord évalué les besoins énergétiques d'Apple pour la fameuse centrale, le data center de Maiden en Caroline du Nord. Vous avez évalué donc ces besoins à 100 millions de watts. Alors c'est considérable. Donc j'essaie de me renseigner. Je ne suis pas un spécialiste, vous l'avez bien compris, ni de l'environnement, ni de la consommation en matière d'électricité. Donc selon Duke Energy, qui est un des principaux fournisseurs d'électricité aux États-Unis, 1 million de watts, ça correspond entre 750 et 1000 foyers aux États-Unis. Donc 100 millions, vous imaginez la consommation. Alors, comment vous avez réussi à faire cette estimation de 100 millions de watts pour la centrale, pour le data center de Maiden, Sébastien? Alors, d'une part, c'est l'unité de recherche de Greenpeace International qui a effectué ces estimations-là, basées sur deux principaux éléments. D'une part, c'était la superficie annoncée par Apple, qui était de 500 000 m² pour ce data center-là, et puis le budget investi dans ce data center qui était aux alentours d'1 milliard de dollars. Et, considérable donc. Ce qui est absolument considérable, et donc c'est basé sur ces estimations et la moyenne du secteur, les informations qui sont disponibles. Tu sais, une usine de chez Intel pour fabrication d'une ligne de puce, c'est maintenant entre 2 et 4 milliards. Alors, par rapport à ce chiffre de 100 millions, Apple, et ça c'est plutôt rare, donc il faut le signaler, a réagi au quart de tour, a répondu de suite. D'habitude, ils mettent plusieurs jours, voire des semaines. Vous êtes d'accord avec moi, messieurs? Oui. Et a finalement communiqué sur la consommation énergétique de ce fameux data center, qui n'atteindrait que, selon Apple, 20 millions de watts. C'est quand même 5 fois moins que vos prévisions, Sébastien. Ouais. Et alors qui croire? Alors nous, en fait, la manière dont on a écrit ce rapport, c'est qu'une fois qu'on a compilé les données et en tout cas essayé, puisque l'un des principaux problèmes a été le manque de transparence, on a soumis ces données à Apple avant de publier le rapport. Votre cloud est-il net ? Nous n'avons eu aucune réponse à ce moment-là et Apple a réagi au moment de la sortie publique du rapport. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 20 mégawatts, donc en tout cas 20 millions de watts, ce qui est annoncé aujourd'hui par Apple, ça pourrait être par exemple la consommation actuelle du data center qui a vocation à s'étendre et à en tout cas concentrer de plus en plus d'ordinateurs pour traiter nos données. Donc voilà, aujourd'hui je pense que ce serait, en tout cas sans être un expert de ces investissements-là, mais ce serait à peu près irrationnel d'avoir investi 1 milliard de dollars pour une puissance de 20 mégawatts. J'ai une question. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représenterait, les échanges de données dans le cloud, si on les faisait via uniquement des clés USB, via des CD gravés, et la consommation énergétique qu'il faudrait pour créer ces supports amovibles? En clair, si on n'utilisait pas le cloud et qu'on utilisait les anciennes méthodes d'échange de documents, c'est bien ça. Voilà. Est-ce que ça n'aurait pas finalement un impact énergétique très différent? Emmanuel, je ne crois pas que la question c'est de savoir s'il ne faut pas faire du cloud ou pas. La question c'est de savoir quelle énergie on utilise pour l'alimenter. D'accord, mais est-ce que les clouds ne seraient pas... on parlait de chiffres de consommation. Après, on parlera de la manière de les alimenter. Mais est-ce que l'iCloud n'est pas, du point de vue de la facture de consommation énergétique, par rapport aux habitudes de consommation traditionnelle? Mais non, mais c'est une fausse question, Olivier, puisque quand on avait des clés USB, des CD, on ne pouvait pas échanger autant de données. C'est comme si tu disais, dites donc, si aujourd'hui on remplaçait toutes les voitures par des chevaux, est-ce que ça ferait pas beaucoup de crottes dans les rues? Bah oui, ça ferait beaucoup de crottes dans les rues, mais si on retournait aux chevaux, on en aurait moins. Donc bon, moi je suis pas sûr que ce qui est le plus intéressant. C'est marrant ça d'évacuer cette question qui pourtant me paraissait. Non, on va pas l'évacuer. D'abord Monsieur X là, il répond et après Sébastien répondra. Monsieur X. Non, je suis pas capable de répondre à la question. Après, moi je dis que ce qui m'intéresse sur cette question-là, c'est plus un point de vue de citoyen, et même si c'est un point de vue en termes, on va dire, de cohérence avec mes comportements quotidiens. Qui est par le petit bout de la lorgnette. Je m'explique. Il faudrait vraiment qu'Apple dégueulasse la mer avec du mercure et que ça soit prouvé pour pas que j'achète l'iPhone 5. Bon. Maintenant, Apple est loin de ça. Et même si c'est que le petit bout de la lorgnette, l'entreprise
dont j'achète de manière quasi exclusive, parce que je suis un fan, les produits informatiques. Et tu es à travailler. J'aimerais bien qu'elle fasse des efforts. Et c'est pas uniquement pour ma conscience, c'est là où moi je rejoins Greenpeace, c'est parce que je pense qu'Apple a une responsabilité un petit peu supérieure à d'autres entreprises, parce qu'elle est symbolique. Elle est symbolique parce que c'est la première de son secteur, donc elle a une valeur d'exemple, qu'elle le veuille ou non, et puis après, ça je rêve peut-être un peu, mais je pense, au-delà de ses responsabilités d'entreprise, qu'elle a une responsabilité sociale d'entreprise. C'est-à-dire que Apple, les gènes sur lesquels elle a été basée au départ, fait que c'est une entreprise qui a vendu des produits sur des messages civiques. Il faut quand même se rappeler il fait référence souvent, notamment quand il parle du travail en Chine. Que Apple fait du business et a fait du business de manière, on va dire, pas directe, mais par association. Quand un certain nombre des militants des droits civiques aux États-Unis sont morts, on peut prendre le cas de Rosa Parker. Quand Rosa Parker est morte, d'accord, elle a fait la homepage du site d'Apple. Moi, ça ne me dérange pas. Ou Jimmy Carter, lorsqu'il a été élu. Parce que j'ai toujours cru qu'Apple avait prix Nobel de la paix. Ce petit supplément d'âme, d'accord. Pour avoir pratiqué l'entreprise de l'intérieur, je pense que sous l'ère Steve Jobs, c'était surtout dans la tête de Steve Jobs, le supplément d'âme. Par contre, je pense que Tim Cook est beaucoup plus sensible à ces sujets et beaucoup plus sincère sur ces sujets. Voilà. Sincère, ou il a peut-être plus peur des représailles parce que Steve Jobs était peut-être inatteignable parce qu'il était sur un piédestal. Je pense qu'il est plus sincère sur ces sujets et qu'il est la personne chez Apple qui, même si elle est poussée de manière caricaturale par Greenpeace, peut montrer l'exemple sur la responsabilité sociale d'entreprise. Et moi, en tant qu'acheteur de produits Apple, ça me plaît, même si on peut avoir ces discussions citoyennes à l'infini sur est-ce que le nucléaire, ça a une empreinte carbone meilleure que le charbon, etc. Je ne sais pas si c'est le cœur du problème ce soir. Tu disais que Tim Cook était très sensible à ça, et la preuve était plus sensible que Steve Jobs sur le sujet, et la preuve que Apple a une réaction un petit peu épidermique aux attaques et aux pics de Greenpeace, c'est qu'il a non seulement réagi, je l'ai dit tout à l'heure, en donnant des chiffres de consommation pour sa centrale cloud en Caroline du Nord, mais également des chiffres très précis sur la consommation de cette centrale et sur les sources d'approvisionnement de cette centrale. Donc selon Apple, qui a précisé dans un communiqué que 60% de l'électricité alimentant le data center de Maiden, situé en Caroline du Nord, serait produite sur site à partir de sources renouvelables. Les 40% restants seront achetés à des fournisseurs locaux et régionaux qui produisent également leur énergie à partir de sources renouvelables. Et même, je continue, et puis Sébastien, vous intervenez quand vous voulez. Peter Oppenheimer, qui est le directeur financier d'Apple, qui a déclaré à Business Week la semaine dernière qu'Apple construit la plus importante installation fonctionnant avec pile à combustible aux États-Unis et possède le champ de panneaux solaires privés le plus vaste du pays afin de produire de l'énergie verte. Je termine. Nous sommes leaders de l'industrie. Nos 3 centres de calcul fonctionnent sans charbon. Ça le mérite d'être clair. C'est une première pour une industrie de notre envergure. Celle-ci, voilà, etc., etc. Je pourrais continuer pendant un quart d'heure. Alors, Sébastien, là, c'est clair, sans charbon. Info ou intox ? Alors, je crois que, d'une part, nous, en tant que Greenpeace, on accueille favorablement le fait d'avoir une réponse d'Apple et d'avoir une réponse d'Apple aux, je crois, 220 000 personnes qui ont demandé à Tim Cook de sortir du charbon. Et je crois que c'est d'ici la fin de l'année, si je ne dis pas de bêtises, c'est d'ici la fin de l'année, on va réussir à avoir ces objectifs. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est notamment sur les 40% du data center de Maiden, donc qui devront venir de l'extérieur, les 40% d'électricité. Comment est-ce qu'ils comptent faire et d'où est-ce que ça va venir ? Parce qu'on a un problème aux États-Unis, c'est qu'on peut acheter des droits de propriété de kilowattheure. Des crédits énergie renouvelable. Exactement, des crédits énergie renouvelable, sans savoir exactement l'origine, avec des problèmes de double comptage, etc. Donc un système qui n'est pas assez robuste. Après ça, c'est-à-dire qu'on s'achète une conscience écologiste en payant une sorte d'amende, quoi, en gros. C'est ça, en achetant des crédits, en tout cas. En achetant des crédits, si on dépasse ce crédit, voilà. Ça ne veut pas dire forcément qu'on alimente son centre en énergie renouvelable. Non, parce que vous avez un électron par nature n'est pas traçable, mais nous, ce qu'on demande du coup à Apple, c'est d'avoir une réelle politique sur l'ensemble de l'entreprise et au-delà de ce site-là, de s'engager dans les années à venir à choisir ces lieux d'implantation pour ces data centers dans des endroits où il y a accès aux énergies renouvelables,
également d'avoir une politique, si vous voulez, de transparence sur ces données-là, puisque c'était le principal problème de pour compiler les données de notre rapport. Et enfin, d'avoir, si vous voulez, un engagement citoyen. On en parlait tout à l'heure sur le supplément d'âme d'Apple, mais en tout cas, d'avoir un engagement politique et citoyen d'Apple pour encourager les décideurs politiques et les fournisseurs d'électricité à passer aux renouvelables et à lutter contre le changement climatique. Bon, force de constater quand même, Sébastien, que c'est vrai qu'au départ de votre action, vous étiez assez, je ne parle pas de vous, mais de manière générale, le mouvement Greenpeace était assez fort, assez sévère envers Apple, et que c'est vrai que le message s'est un petit peu timoré suite aux réactions d'Apple, qui se sont montrées assez rassurants. On va voir maintenant s'ils vont s'engager dans la réalité. J'imagine que vous allez suivre le dossier, du moins j'espère. C'est pas là. Alors concrètement, qu'est-ce que vous voudriez, à qui vous allez attribuer un bon point, à qui vous attribuez un bon point, à Facebook en matière d'énergie renouvelable par exemple? Suite à la campagne de Greenpeace l'année dernière sur le charbon, encore une fois, et sur Facebook, Facebook s'est engagé à déployer une politique et à sortir entièrement du charbon d'ici 3 ans, et puis a investi dans un data center pour alimenter l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui va fonctionner 100% aux énergies renouvelables en Suède, grâce à de la géothermie, et à des besoins en électricité moindres, puisqu'il s'est installé dans une zone où il fait plus frais, et donc où le refroidissement des machines est plus aisé, en fait, et moins coûteux en électricité. Alors pourquoi, je n'ai pas la réponse, mais je vous la pose si vous n'avez pas la réponse. C'est pas grave. Pourquoi justement les principaux fournisseurs de cloud aux États-Unis s'installent en Caroline du Nord? C'est une raison fiscale, c'est une raison Quelqu'un a la réponse? Ça doit être fiscal, certainement. Voilà. Je crois, en tout cas, moi, je n'ai pas de réponse absolue. Les idées d'une part, je pense que c'est historique parce que c'est pas si éloigné que ça de la Californie. Et d'autre part, c'est également parce que, si vous voulez, vous avez un marché de l'électricité aux États-Unis qui est régionalisé. Et donc, il y a des conditions d'accès et des prix de l'électricité dans ces... qui sont différents. Qui sont en tout cas plus favorables pour ces entreprises-là. Alors, pour conclure sur le thème de Greenpeace et... Enfin, oui et non, hein. On se souvient tous des plantages des data centers à San Francisco, il y a 2 ans à peu près, où une grosse partie de l'Internet était hébergée dans les data centers, ça a sauté à cause de l'électricité, parce que l'État de Californie n'avait pas assez de capacité. Donc on répartit la charge, c'est ça? En gros, l'idée, c'est ça. Pour conclure sur Greenpeace, ce n'est pas la première action que vous menez envers Apple. La campagne sur le cloud, c'est plus récente. Par le passé, c'était en 2006, je crois, de mémoire, vous avez mené une première action médiatique envers Apple qui s'appelait Green My Apple, verdiser Apple, pour dénoncer la présence de produits toxiques présents dans les ordinateurs de la marque et notamment pointer du doigt également le processus de recyclage qui était plus que discutable à l'époque. Encore une fois, Apple était un peu le porte-étendard pour l'ensemble de l'industrie high-tech, mais passons. On regarde, si vous voulez bien, un des spots diffusés par Greenpeace, c'était en 2006. Hi, I'm a Mac. And I'm a PC. And you know, we're a lot alike these days. 80 gigabyte hard drive. 1 gigabyte RAM. DVD-ROM drive. 17-inch screen. Cadmium. Beryllium. Lead. Brominated flame retardants. Hexavalent chromium. Phthalates. Mercury. Cousins under the skin. My brother from another mother. Good times. Alors, monsieur X, moi, qu'on l'on puisse dire, c'est que cette campagne a fait mouche, notamment auprès de Steve Jobs. Vous étiez au sein d'Apple à cette époque. Et le garçon avait été, enfin, moi, c'est ce que j'entendais dans les travées, pas de Cupertino, mais d'Apple France et d'Apple Europe, il avait été peiné et froissé par ces attaques de Greenpeace, monsieur X. Oui, parce que je pense qu'il avait été froissé et peiné, Apple en général. Oui, au-delà, il cultivait un peu un esprit un peu hippie, un peu, encore une fois, l'entreprise militante. Et là, il a été, entre guillemets, pris les mains dans le flacon de chocolat, même si, encore une fois, c'était pas l'entreprise la plus polluante, mais certainement la plus médiatique. Alors, je rectifie tout de suite. L'entreprise militante, Olivier, certainement pas. Il faut se rappeler que quand Steve Jobs... Non, mais dans le discours, monsieur, mais pas dans les faits. Même pas. Ouais. Dans l'état d'esprit, ce qui est assez différent. Rappelle-toi quand même d'une chose, d'un fait. Quand Steve Jobs est revenu à la tête d'Apple et qu'il est sorti de son statut d'interim CEO pour redevenir le patron en vrai en dur, une de ses premières mesures, ça a été de faire quoi? De supprimer tous les budgets caritatifs d'Apple, c'est-à-dire toutes les actions que pouvaient avoir militantes d'Apple, il les a supprimées.
d'accord, à l'exception de la participation d'Apple dans les campagnes présidentielles américaines. Pas déconner quand même. Donc Apple n'a jamais été sous c'est du lobbying, monsieur. Sous l'ère Steve Jobs 2, une entreprise militante. Faut arrêter de déconner. Maintenant, dans l'état d'esprit de Steve Jobs, qui incarnait l'entreprise, d'accord, ce que faisait Steve Jobs avec ses produits avait une valeur humaniste parce qu'il apportait du progrès à l'humanité. Voilà. Donc maintenant, quand tu es Steve Jobs, que tu es intimement persuadé, et on peut en discuter à l'infini, qu'avec tes produits tu apportes un bienfait à l'humanité, parce que c'est l'accès au plus grand nombre de produits qui vont permettre de changer les usages, de mieux s'éduquer, de mieux communiquer, quand tu prends en pleine tronche, et en plus tu estimes que c'est justifié, parce qu'il y a les industries automobiles qui polluent plus, des activistes comme Greenpeace qui viennent te chier dans les bottes pendant un keynote, en disant, dis donc dans ton MacBook blanc, là, dans lequel il y a un nouveau processeur, il y a peut-être des composants chimiques qui certes empêchent le produit de flamber, mais qui polluent les rivières ou qui sont difficiles à éliminer, bah Steve Jobs, il aime pas ça. Parce que ça heurtait son sentiment vraiment très intime que ses produits et son entreprise, globalement, faisaient du bien à l'humanité. Mais c'est pas parce que tu fais globalement du bien, comme disait Georges Marchais, que t'as pas des choses qu'on peut te reprocher. Pour les moins de 20 ans. Ouais. Là, en tout cas, il semblerait que le message soit passé, puisque, souviens-toi, monsieur, très rapidement, Apple a réagi, notamment avec une campagne sur son site, et très rapidement par les faits, à savoir une réduction du packaging et l'arrivée massive, une généralisation de l'aluminium et du verre dans la gamme des ordinateurs, et ça a donné ça. Regardez les images. This is the new MacBook. Its advanced aluminum and glass enclosure is completely recyclable. It's engineered to be so efficient, it runs on a quarter of the power of a single light bulb. And it's made without many of the harmful toxins found in other computers, like mercury. The new MacBooks, the world's greenest family of notebooks. C'est ce qui s'appelle, messieurs, faire d'une faiblesse une force. Sébastien, qu'est-ce que ça vous inspire? Flatter qu'Apple ait assimilé votre discours et quelque part et revendique sa fibre écologique, c'est une campagne réussie pour Greenpeace ou au contraire, il y a encore des choses à dire sur ce sujet-là? Alors déjà, ce qu'on peut dire sur le côté composant, même si je ne suis pas spécialiste là-dessus, c'est que... On entend moins parler, hein, c'est vrai. C'est clair. C'est qu'en fait, on a fait une actualisation de ce classement en novembre dernier. Et on remarque aujourd'hui... que Apple est classé 4e en fait. HP est toujours loin devant, mais notamment Apple a fait d'énormes progrès, et c'était un peu déjà sa force, sur l'efficacité énergétique notamment de ses Mac, avec une très bonne efficacité, et puis la suppression du bromure, etc. dans ses produits. Donc voilà, on voit que c'est une... Et de matières recyclables comme l'aluminium et le verre. Voilà, exactement. Après, pas du tout... Disparition progressive du plastique. Voilà, et pas du tout d'utilisation à l'inverse, par exemple, du PVC recyclé, etc. Mais voilà, il y a des progrès qui sont faits, donc on voit que Apple est revenu quelque part, je dirais, dans la norme du secteur. Donc c'est intéressant de voir cette progression. Après, voilà, on voit qu'il reste encore des efforts à faire pour la marque. Alors, monsieur X, qu'est-ce qui se disait au sein d'Apple? C'est priorité au tout environnemental ou c'était encore un coût et uniquement de la communication au sein d'Apple? J'ai la réponse, je vais te donner mon opinion, parce que je suis parti à un moment où ces questions-là se tranchaient. Ouais. Et où l'argument, hein, je ne sais pas s'il est utilisé comme tel, mais où l'argument recyclable n'était pas encore partie intégrante des arguments de vente d'Apple. Ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs, je pense. Allez dans n'importe quel Apple Store, et puis la première question que vous posez à un staffer, là, c'est l'empreinte carbone du produit que je vais acheter, c'est quoi, et le recyclage par l'aimant. Ouais, mais ils ont quand même beaucoup joué là-dessus, on l'a vu sur la pub. Hein. C'est la première fois qu'un constructeur high-tech communiquait sur le côté écologique de ses produits. Voilà, je pense que tu risques quand même d'être un petit peu déçu. Moi, je pense qu'ils ont trouvé un équilibre qui est tout à fait normal, bon et pas critiquable, qui est de prendre conscience, pousser un petit peu et de se mettre dans la moyenne. Ça a été la politique d'Apple, on va se mettre dans la moyenne. C'est pas notre truc d'être premier là-dessus, parce que c'est pas notre truc, et je vais revenir dessus après pourquoi, mais on va se remettre dans la moyenne, ce qui n'était pas le cas. Voilà. Après, Apple, on le sait, aime bien communiquer autour de ce qu'ils estiment qu'ils font bien. Donc là où ça a été un petit peu too much, c'est qu'ils ont
communiquer dessus. Mais pourquoi ils l'ont fait? Parce que c'est une priorité, quoi. Non, une priorité, oui, c'est devenu plus important. Ils ont eu peur aussi. Hein, alors que concrètement, le packaging, c'était de le réduire comme ça l'est aujourd'hui pour des raisons de transport, c'est plus léger, donc ça consomme moins. Alors, ils l'ont fait Ils l'ont fait sur les produits, Olivier, parce que, étant une entreprise américaine, entre guillemets, les citoyens ou les gens qui suivent des associations comme Greenpeace sont beaucoup plus directs dans leurs actions. S'ils sont sensibles au message que peut porter une association comme Greenpeace, ils vont changer leur comportement d'achat. Même s'ils continuent à acheter leur pile alcaline dans les poubelles, hein, et même s'ils n'ont pas une cohérence à titre personnel totale, ça peut avoir une conséquence aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, qui va très très vite de « je prends conscience, je prends une décision et je passe à l'action ». Ça serait moins le cas en France et en Europe. C'est pour ça que les programmes de recyclage sont d'abord apparus aux États-Unis et puis après en Europe. Et puis ils ont fait ensuite un effort sur le packaging parce que Apple a été très critiqué là-dessus. Et ils ont réduit leur packaging. Et ça a été leur message, entre guillemets, écologique, accolé au packaging quand ils ont eu les critiques là-dessus. Ils ont dit, mais regardez, notre packaging a réduit en volume de 10% dans les 2 dernières années et on prévoit encore de le réduire de 10 à 20%. Absolument pas pour les questions de recyclage. La moindre personne qui s'y connaît un peu en logistique sait qu'aujourd'hui, le fret, on ne le paye pas au poids, on le paye au volume. Donc à chaque fois qu'on réduit le volume de son packaging, d'accord, on paye moins en frais de transport. Donc ils étaient d'abord dans leur histoire de packaging mus par ça. Quand aujourd'hui on reçoit encore un produit Apple, c'est beau, mais c'est juste une honte en termes de volume de déchets que ça produit. Au moins pour les gens comme moi, ils devraient proposer une option qui s'appelle zéro packaging, comme pour les produits reconditionnés Apple, et on devrait avoir l'option de payer $15 de moins et d'acheter un produit Apple brut dans un Apple Store, sans le packaging qui fait tellement plaire à Steve, mais qui ne sert à rien aujourd'hui et qui est un gaspillage d'énergie et de matières premières. Pour conclure, Emmanuel, il n'est pas intervenu sur la partie, donc la deuxième action de Greenpeace concernant donc les produits polluants au sein des produits high-tech. Comment tu avais vécu cette période, cette campagne à l'époque et comment tu observes l'évolution d'Apple? Plusieurs choses. Je pense qu'en effet, Steve Jobs n'a jamais été particulièrement sensible aux thèses de Greenpeace, ça c'est clair. Je crois même. En tout cas, il a réagi vite. Hein. Oui, il a réagi vite parce que Apple, comme l'a très bien dit Monsieur X, avait un problème de communication vis-à-vis de ses consommateurs. En gros, Apple a joué le jeu de la com dans cette histoire qui était aussi celle de Greenpeace en grande partie, puisqu'il s'agissait de se faire mousser auprès d'une marque en effet extrêmement prescriptrice. Et que donc ils ont réagi très rapidement pour avoir eux aussi ce que tu disais également, c'est-à-dire le bienfait d'une communication bien maîtrisée autour d'un sujet qui pouvait être, on va dire, sensible pour une partie des consommateurs américains. Ça, c'est le point. Après, la deuxième, c'est vrai que Jobs n'est pas un caritatif, il l'a jamais été, ou alors on ne l'a pas su. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui était particulièrement sensible à ces thèses-là. Moi, je pense que ça lui vient surtout de sa conception bouddhiste et zen de la nature, dans lequel on ne retrouve pas cette espèce de scission entre des matières qui seraient bonnes et des matières qui seraient mauvaises, et donc une sorte de bipartisme assez simpliste de ce que peut être la nature du point de vue comme ça d'un rapport entre le bien et le mal qui serait celui entre la pollution et le non-pollution. Bon bref, qui sont des notions comme ça très antinomiques qui ne semblent pas être ceux pris en compte par la philosophie de Jobs à travers le bouddhisme et le zen. Je pense que c'est quelque chose qui chez lui devait être ancré quelque part. En revanche, il en avait besoin du point de vue de sa communication et il les a mis en place, et là-dessus il a eu tout à fait raison. Ce qui devait certainement aussi l'hériter de cette manière-là, c'est que dans la communication de Greenpeace, il y a un manque évident, c'est que jamais il n'est possible d'avoir une discussion ouverte sur les présupposés de ces actions. C'est-à-dire qu'il faut réagir, et là-dessus je le comprends, il faut réagir forcément à l'action en tant que telle et non pas aux présupposés qu'elle implique vis-à-vis de la posture qu'on peut avoir du monde, de l'écologie en tant que telle. Et moi, le sujet écologique est quelque chose qui m'intéresse depuis 30 ans, depuis que j'ai commencé à lire
des bouquins de scientifiques anglais qui s'intéressaient à ce sujet-là. Voilà, vous regarderez des gens qui parlaient de ça, c'était très intéressant. Et en effet, je pense que ce qui devait l'irriter, c'est ça, c'est cette absence finalement de remise en cause ou de débat qui est possible. La seule discussion possible avec Greenpeace, c'est en effet le tac au tac de la communication, ce qui certainement ne sert aucune des deux causes d'ailleurs dans ces cas-là. Messieurs, je vous propose qu'on passe aux questions Twitter. Question de ticket d'or. Est-ce que le meilleur cloud, ce n'est pas celui qu'on héberge chez soi finalement? En clair, doit-on ou pas adopter le cloud pour des problèmes d'environnement? C'était une question qu'a essayé d'introduire tout à l'heure, un peu maladroitement, Emmanuel Torregano. Extrêmement, j'ai failli me casser la figure tellement c'était maladroit. Voilà. Est-ce qu'en clair, allez, on peut même aller au-delà, même si c'est une empreinte carbone importante, le fait de privilégier une solution cloud pour une entreprise, Sébastien, ou un particulier, fait qu'on consomme moins d'énergie que si on utilisait un disque dur qui est branché en permanence sur son ordi, je ne sais pas, une imprimante parce qu'on imprime, plutôt que, voilà, alors, ou une clé USB. Alors sur ça, si vous voulez, le bilan carbone des usages et le changement des usages, on ne peut pas comparer des pommes et des poires, encore une fois, ce n'est pas les mêmes usages. On est en train, encore une fois, ils sont en train de transformer notre manière de travailler, notre manière de prendre des photos, de vivre, etc. C'est quelque chose qui est nouveau et nous, ce qui nous intéressait, c'est quel impact ce nouvel usage il a sur l'environnement et sur les émissions de gaz à effet de serre avec l'utilisation du charbon, encore une fois une énergie du passé, pour alimenter une solution du futur. Donc voilà, nous c'est vraiment la question qu'on s'est posée et là-dessus on voit que voilà, Apple a encore des progrès à faire. Et les gouvernements aussi. Et également, bien sûr. Et les producteurs d'électricité, puis ce sont eux qui choisissent, qui font leur choix de technologie, comme le soulignait Rodrigo. Dernière question de Philo du Nord. Une question en forme d'espoir pour la fin de cette émission. Est-ce qu'Apple, Amazon et compagnie, avec les énergies renouvelables, et notamment l'hydrogène, participent-elles ou vont-elles participer à la troisième révolution industrielle? Vaste question, on aurait 1 heure pour résumer tout ça, mais votre avis, messieurs? C'est quoi la troisième révolution industrielle, rappelle-moi? Alors, est-ce que c'est des entreprises qui innovent sans polluer et évidemment, et pourquoi pas une forme de décroissance, monsieur X? Moi, j'en sais rien, mais à l'heure actuelle, je pense que le comportement de base, il est assez simple. Un patron, sur ces sujets-là, c'est-à-dire la responsabilité sociale d'entreprise au sens large, il ne fait que s'il est poussé par la loi ou s'il a une pression des consommateurs ou de la société civile. Ou de sa conscience, il y a des patrons qui sont très green dans leur conscience. Ouais, mais ils ont quand même un conseil d'administration, Emmanuel. Des entreprises qui ont une vraie responsabilité sociale d'entreprise active, il n'y en a pas beaucoup. Vous qui connaissez beaucoup d'entreprises de par vos métiers, citez-moi une qui a une RSE assez forte et vachement proactive. RSE, tu me traduis s'il te plaît? Responsabilité sociale d'entreprise. Une entreprise qui systématiquement fait des petits gestes, même si c'est des petits gestes, qui a des récupérateurs de piles, des récupérateurs de bouchons, qui dit aux gens on arrête d'imprimer en couleur, qui met systématiquement, grâce aux services informatiques, les imprimantes et les photocopieuses en veille, qui utilisent 100% de papier recyclé, qui offrent de l'eau du robinet à boire, enfin, même si on peut contester tous ces gestes individuellement. T'es prêt, toi, hein, Mr. X? Il est chaud comme la braise. Non, mais... T'es super prêt, toi. mais parce que moi, j'y crois à titre personnel, même si j'ai conscience de toutes les incohérences, à commencer de mon comportement, mais je pense que T'imagines qu'on a consommé en cloud, là, avec YouTube. Ces entreprises comme nous, elles ne peuvent bouger que par une certaine prise de conscience. Et moi, je suis un humain relativement feignant de nature. Donc, je ne dis pas amène à Greenpeace, mais de temps en temps, des associations comme Greenpeace me permettent de prendre conscience en me donnant un coup de pied au cul, même si ça fait mal et je trouve ça injustifié et que c'est pas bien. Donc, ça a cette valeur-là. Et pour les entreprises, c'est pareil, donc je pense pas qu'il y aura de révolution industrielle. Il y aura peut-être quelques patrons illuminés, comme disait Emmanuel, mais dans une large majorité, ça sera... Je cherche, mais je ne vois pas. Un ensemble de choses. La loi, les consommateurs et les associations. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire? Ça, je sais pas. C'est juste une parenthèse, je ne vois pas pourquoi est-ce que les patrons seraient, de ce point de vue-là, à exclure du pourcentage global de la population qui est sensible aux questions sur l'environnement. On peut être sensible à titre individuel et avoir... Je ne les exclue pas, mais je dis simplement qu'ils ont peut-être d'autres problèmes à régler. Il y a des contraintes de rentabilité quand même. Tu as tes problèmes personnels qui, comme tu dis, jouent certainement... qui ont une cause avec l'incohérence de la conduite que tu t'es fixée personnellement. Je pense que les patrons l'ont également avec aussi d'autres
implications économiques ou XY, mais dans les deux cas, je pense qu'ils ne sont pas à exclure et que de ce point de vue-là, ils ne sont pas plus mauvais parce qu'ils sont patrons. Je ne vois pas pourquoi. Sébastien Blavier des Greenpeace, une réaction? Déjà, c'est un bon porte-parole, hein, Monsieur X, pour Greenpeace, mais passons. Je peux pas du tout me prononcer sur cette question-là. Après, nous, c'est ce qu'on souhaite. On essaye justement que ces entreprises... Ça veut dire que si ça marche, vous allez être au chômage. Mauvaise nouvelle, Sébastien. Mais bon. Effectivement, après, moi, ça me pose aucun souci si ça marche vraiment. Il y aura d'autres combats à mener. Et si on arrive à enclencher une réelle transition énergétique pour aller dans un monde où on respecte la planète et on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, j'ai aucun problème avec ça. Et encore une fois, voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces entreprises du futur, elles utilisent des solutions du futur et non pas du passé, comme le charbon ou le nucléaire, pour inventer notre futur. Je crois que nous avons compris, nous allons passer au coup de cœur. Alors, les coups de cœur, on va commencer par Sébastien Blavier de Greenpeace. Moi, mon coup de cœur, ce serait pour les 220 000 personnes qui ont interpellé les dirigeants d'Apple, d'Amazon et de Microsoft. Les remercier d'avoir signé cette pétition et en espérant que ces dirigeants les entendent et évoluent pour alimenter le cloud avec des énergies renouvelables. Alors, Monsieur X, ton coup de cœur ce soir? Alors moi j'en ai deux des coups de cœur. Je me suis fait un peu couper l'herbe sous le pied quand même par Emmanuel, il va comprendre pourquoi. Mon premier coup de cœur, c'est les pompiers de Paris. Bah, on les a beaucoup critiqués parce que... Qu'est-ce qui lui arrive à monsieur? Parce qu'il y a l'école des gymnastes des pompiers de Paris qui a fait parler d'elle en bisutant ces dernières recrues dans les camions du SAMU et ça s'est mal passé. Donc on va essayer de redorer un petit peu leur image. Il m'est arrivé une aventure cette semaine que j'ai racontée sur Twitter. J'étais bloqué dans un bouchon avec la radio en train d'écouter RTL le matin. Et puis il y a un camion mieux en mieux. Ouais, de pompiers qui passait dans l'autre sens. Ma radio, entre guillemets, j'ai eu l'impression que ma radio s'arrêtait et a été diffusée par le camion de pompiers qui passait. J'ai compris pourquoi derrière, grâce à Alexandre Lenoir d'Icriette, sur la compréhension technologique, il passait un message d'alerte où on me disait « Attention, voiture de pompiers arrive dans l'autre sens, mettez-vous à l'arrêt, laissez-la passer, alerte ». Et en fait, ils ont apparemment un émetteur large bande sur toute la bande FM que moi je qualifie de public, que je n'y connais rien, donc entre 88 et 107. Et maintenant, quand ils passent, je sais pas, dans un rayon peut-être de 30 mètres, par-dessus votre fréquence radio, ils émettent et ils vous passent un message, ce qui permet aux gens de prendre tout de suite conscience de ce qui se passe et de se discipliner. J'ai trouvé ça une belle innovation technologique embarquée chez les pompiers. Ça m'a réconcilié un peu avec eux, ils me faisaient peur depuis quelques jours. Et puis mon deuxième coup de cœur, donc c'est là où Emmanuel m'a coupé l'herbe sous le pied. Oui, il y a des patrons qui ont une conscience écologique, monsieur. Il y a de l'espoir. Alors je les connais pas bien, mais... c'est plus qu'une réputation qu'ils ont, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. La nouvelle version du siège européen d'une entreprise qui n'est même pas européenne au départ, qui est Quicksilver, siège européen qui est en France à Saint-Jean-de-Luz, tout en bas dans le Pays Basque. Ils ont fait un siège social totalement dans la nature, en essayant de respecter non pas, je recycle le papier, mais vraiment l'empreinte carbone totale, depuis les entrepreneurs qu'ils ont choisis au départ, à la construction, puis jusqu'aux déchets qui sont produits par le bâtiment. Donc et les clouds, ils ont choisi quoi? Je ne sais pas. Donc ça ne viendra pas que des subventions et puis des coups de trick et des impôts. Ça peut venir de patrons consciencieux. Et moi, perso, ça m'a rendu... Quicksilver plus sympathique. Bien, on est très en retard. Emmanuel, ton coup de cœur ce soir? Alors, moi, mon coup de cœur, c'est un jeu que... Alors, je vais vous dire un truc très simple. J'ai toujours été fasciné par les simulations de jeux de football. Vous voyez? Bon. Le problème, c'est que sur iPhone, les simulations de football, elles sont jamais très bien. C'est soit Gameloft, pas évident. Soit donc avec un jeu qui s'appelle Real Football, FIFA. Soit c'est FIFA qui sert sa version de football aussi. Et à chaque fois, le gameplay était pas satisfaisant. On l'essayait, on était un peu intéressé, puis au bout de 5 minutes, on lâchait l'affaire. Et ben là, est sorti il y a plus d'un mois un jeu qui reprend le basique du gameplay du jeu de foot. C'est très simple, il n'y a que quelques boutons, mais il y a une sensation, un feeling, je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement, qui fait qu'on est accro et on y joue quand on est un vrai amoureux du football. Le voilà. Et ça s'appelle? Ça s'appelle Dream League. Alors on mettra la vidéo parce que Dream ça sature, League, là, mais c'est pas grave. Vous voyez, bref. Et c'est très bien fait. Il y a quand même quelques défauts qui mériteraient d'être corrigés, notamment c'est pour ça que tu es tout fatigué, parce que tu as joué toute la nuit. Voilà. Et c'est qui fait ça? Je sais plus.
Est-ce que c'est aussi simple et ludique qu'un jeu en vrai qui était le Subbuteo quand on était petit? C'est un truc comme ça au niveau facilité du gameplay? Non, c'est un vrai gameplay à la PES ou à la FIFA, c'est-à-dire vous avez un stick et puis des boutons pour faire les passes, pour faire les tirs, les lobes et tous ces trucs-là. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le gameplay de ce jeu qui est très arcade, hein. On n'est pas du tout proche de la réalité et toutes ces choses-là, mais c'est agréable, on met des beaux buts, on a l'impression que toute l'équipe joue avec vous, on peut avoir des tas et des tas de joueurs, sauf que il y a quand même un défaut, ce que je voulais dire après, c'est qu'on ne peut pas vendre des joueurs, et il y a un achat in-app, vous voyez, donc c'est chiant. Moi je veux pas l'achat in-app, je veux vendre des joueurs. Voilà, je veux trader un peu du joueur. Tu rappelles le nom du jeu? Dream League, et ça se joue entièrement sur une pelouse verte. Ça vaut combien? Ça vaut très peu cher. Même le prix vous fera rire, comme dirait Cédric. Le prix est 3 fois. Allez vite, Rodrigo, on est très en retard ce soir. Ouais, depuis quelques semaines, je me suis plongé dans le monde de la hi-fi. Et ben, c'est vachement compliqué. J'ai peur rigolo. Quand ça démarre comme ça, je suis toujours un petit peu inquiet. Et c'est surtout vachement cher. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien? Je confirme. C'est très cher, je confirme également. Mais qu'est-ce que c'est bien, je confirme aussi. Non, mais aujourd'hui, je suis repassé au magasin et ça y est, il faut que j'aille m'acheter une plaque de marbre en face du Père-Lachaise pour mettre les pointes sur mes enceintes par-dessus. Ça n'a pas de fin, Rodrigo, ça n'a pas de fin. Avec des câbles d'alimentation électrique directement, juste pour brancher du courant porteur. Alors, le coup de cœur, Rodrigo. On prend une batterie, le courant porteur, c'est nul, il faut tout brancher sur la batterie. Le coup de cœur. Non, mais on en reparle, si vous voulez, de gros sons, c'est assez rigolo. C'est ce que j'ai, moi j'ai des batteries chez moi, des batteries de bagnole. David Namani qui a commencé à m'en parler. C'est marrant. Et donc, du coup, j'ai exploré l'univers de la haute fidélité. De la haute fidélité liée au Mac. Alors j'ai 5 petits coups de cœur très rapides. Mais vite. Vite. Sébastien, tu peux partir si tu as besoin. Est-ce que moi, il faut absolument que j'y aille, je suis désolé. Non, mais Sébastien, tu vas voir, c'est très rapide. Avant de donner la main à Rodrigo, Sébastien Blavier de Greenpeace doit donc nous quitter parce qu'il a un rendez-vous, il travaille tard, c'est très bien. Beaucoup d'actualités du côté de Greenpeace. Merci d'avoir participé à cette émission, Sébastien. Tu reviens quand tu veux. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Il s'éclairait pas à la bougie, Sébastien, il me semble. Non, il s'éclairait pas à la bougie. Apparemment, il est la high-tech autour de lui, mais il n'a pas osé faire un 360. Donc, Rodrigo, ton coup de cœur. Et donc, moi, le premier coup de cœur de la semaine, c'est, vous savez, sur la Freebox, la Freebox 6 Révolution, et ben, c'est une super Freebox parce qu'elle décode n'importe quoi, DivX, MKV, 1080p, tout ça. En revanche, elle a un petit disque dur, tutti rikiki. 250 gigas. Et derrière, vous avez juste une prise eSATA pour un gros disque, 2 ou 3 Tera, et une prise USB pour un gros disque de 3 Tera. Bon, ça peut être suffisant, mais si ça se trouve, vous avez un Mac sur votre réseau local qui voudrait partager ses disques avec votre Freebox, et votre Freebox ne les voit pas. Oh, c'est nul. Donc, il y a un petit utilitaire en open source qui porte .NET, le framework Microsoft.NET, donc ça s'appelle Mono, ça le porte sur OS 10. Mais et ça transforme votre Mac en serveur, Media Server UPnP. UPnP, UPnP, ça s'appelle FreeMe. DLNA, si vous préférez aussi, ça marche aussi. FreeMe. Et magique, vous voyez tous vos disques, tous vos répertoires directement sur la Freebox. Sans besoin d'investir dans un PC. Ouf, sauvé. Ouf, super. Alors, il y a un truc, c'est que sur la version Mac, j'ai pas trouvé comment activer ou désactiver certains répertoires, vous les partagez ou pas. Mais sinon, ça marche très très bien. Alors, mais non, Xavier Niel, si tu nous regardes ce soir. Ouais, alors, il devrait l'intégrer par défaut, par défaut. Anyways, le problème maintenant, actuellement, c'est que j'ai genre 24 télécommandes sur mon canapé, il n'y a même plus la place. Donc ça, c'est le deuxième coup de cœur, Rodrigo. Ouais, alors, je me suis dit, je vais sur l'Apple Store. Ouais. Et est-ce que mon iPhone, là, est-ce qu'il ne pourrait pas devenir télécommande universelle? Bien sûr. Et ouais, donc il y a une application pour ça. Et si vous avez une application que vous aimez et que vous avez de me recommander comme télécommande universelle, tell me. Hein. Alors, en attendant. Puis oui, mais ça existe notamment chez Griffin et tu as un petit récepteur infrarouge. Non, on va arrêter de rajouter des trucs. J'ai déjà ça. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé? Ouais. Alors déjà la semaine dernière, je vous ai parlé de Spotify pour iPad, c'est vraiment top pour jouer de la musique. Mais j'ai trouvé, le Apple Remote Controller là-dessus pour contrôler l'Apple TV. C'est vachement bien, c'est gratuit. L'application d'Apple. Ce que vous voulez taper, elle marche très très bien, à la fois sur iPhone et sur iPad. Elle marche nickel, il faut juste se brancher sur le même réseau. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Ma télé, j'ai une très grosse télé Sony maintenant, j'ai trouvé le Sony Media Remote for iPhone. Non. C'est gratuit. Ah bah non.
Et ouais, et du coup, vous contrôlez votre télé avec votre iPhone. Bon, faut changer d'appli, hein. Mais elle marche nickel. Voilà, il faut avoir 2 iPhones. Et elle marche très très bien. C'est en Wi-Fi. J'ai cherché mon ampli audio-vidéo. Alors je suis allé regarder et j'ai trouvé... Décroissance, monsieur, décroissance. la télécommande Onkyo 2 pour le machin. Et ça marche super bien. Et comment tu la pilotes? En Wi-Fi toujours? Ouais, toujours en Wi-Fi. Et sous le coussin du canapé, il y avait un vieux croque-monsieur quand je cherchais ma télécommande et je l'ai mangé. Et donc Onkyo nickel, Sony nickel, Apple nickel. Et alors je me suis dit, ma Freebox, allez, je vais pouvoir la contrôler avec mon truc. Non. Et ben là, j'ai trouvé Freebox Touch. Ouais. Et là, les salauds, c'est payant. Ça coûte 99 cents, 79 centimes d'euros. C'est Free qui l'a fait? Non. Mais il y a Free Remote, non? T'as pas trouvé Free Remote qui est gratos avec de la pub dessus? Bah ouais. Alors j'ai tout ça et non, ça marche pas très bien. Et en plus, la Freebox Touch. C'est Adrien qui a pas été content. Voilà, une fois sur deux, elle trouve pas. Ça marche pas bien. Mais c'est vrai qu'ils avaient, pour la petite histoire, ils avaient présenté plein d'applications lors du lancement de la Freebox Revolution et certaines dans les attendent encore d'ailleurs. Mais bref. Si quelqu'un d'entre vous se sent super futé pour mon iPad, que j'ai un iPad devant la télé, qui mélange absolument le. C'est une tour de contrôle sur salon en ce moment. Machin. Ouais, et bientôt il y a le surround là. Il y a l'iPhone Remote iPad, non? C'est pas ça que tu cherches un peu? Écoute, t'embête pas, attends que la télé d'Apple arrive, hein, et puis voilà. Hein, ça non, sur les forums, je vois, il faut que j'aille couper la trato avec une seule télécommande. Tu feras un chèque de 15 000 et t'auras plus de problème. Ouais. Allez, dernier coup de cœur, Rodrigo. Non, mais c'est bon. C'est fini? Non. Mais ouais. Quel événement, après 1h18 d'enregistrement, on va l'appli iPhone pour contrôler la Wii ou la Xbox, mais ça doit exister. Bah oui. Mais je voudrais surtout l'appli... Allez, on passe à mes coups de cœur. Universel. Ouais, si on passe à mes coups de cœur en ce qui me concerne. La première, donc tu veux chercher une télécommande universelle. Quoi de mieux, mon cher Rodrigo, une télécommande universelle que la main? Et ça, c'est magique, ça s'appelle Leapmotion. C'est une solution pour contrôler donc le Mac à distance par des gestes en 3 dimensions, à l'instar du Kinect de la Xbox. Sauf que ce système, il est jusqu'à 200 fois plus précis. C'est encore une pré-série, un prototype, mais les précommandes sont déjà ouvertes. Ça coûte moins de $70 sur le site de Leapmotion. En tout cas, moi, ça serait de la gueule dans une future Apple TV, hein, messieurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, plus besoin de télécommande universelle. En tout cas, la vidéo est bluffante. On verra dans les faits. Et l'autre coup de cœur ce soir, c'est un produit qu'on a mis également en coup de cœur dans les numéros d'iCreate. Ça s'appelle Sphero. C'est une sorte de boule robot équipé d'un gyroscope. Vous le pilotez un peu à la manière de la AirDrone avec l'iPhone. Ça avance, ça recule, c'est assez bluffant. Bref, de quoi perdre la boule pour $160. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à ce 103e numéro d'En refait le Mac. Vous retrouvez Emmanuel Torregano de bonne humeur, je vous assure, sur electronic.info chaque jour et tous les samedis avec On refait le Mac, bien sûr. Salut Emmanuel, vous retrouvez Monsieur X chaque semaine sur On refait le Mac et tous les jours en train de recycler des piles. Voilà, destin. Sur Twitter, @TrueMrX et vous retrouvez bientôt 10 000 followers. Rodrigo sur Twitter, @Rodrigo. Merci messieurs. Merci. Salut Olivier. Ciao. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.